Cet après-midi, nos invités nous raconteront comment elles ont accepté de s'affranchir de leur éducation et d'enfin devenir des femmes épanouies et libérées. J'avais tout pour être heureuse et je me reconnais pas. Et je me dis, c'est pas possible, c'est qui cette personne en fait, parce que c'est pas moi. Pour ne jamais décevoir ses parents, Laure va vivre une vie qui ne lui correspond pas. Je suis devenue une femme assez cadrée, avec un partenaire assez contrôlant. La sensation que j'avais, c'est que je n'existais pas. Laure attendra ses 49 ans pour enfin découvrir la femme qui sommeille en elle. J'ai commencé à avoir des relations. J'avais mis la robe panthère, les talons, le maquillage, enfin tout quoi. Je savais que j'étais en train de mettre mon mariage en danger, mais j'étais moi. Brillante à l'école, Clémence est une adolescente sage et raisonnée. Ses parents ne lui fixent donc aucune limite. Un lâcher-prise inquiétant pour la jeune femme. La liberté, ça fait peur. Si j'avais eu un cadre, si j'avais eu des parents pour me dire « tu seras avocate, ma fille, va faire du droit, passe ton bac d'abord, etc. », je me serais construite par rapport à ça. Après ses études à Sciences Po, Clémence refuse de suivre une carrière toute tracée. Elle plaque tout du jour au lendemain pour repartir de zéro. Je sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie, mais quelque part, je suis enfin aux commandes de ma vie. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas vous sentir à votre place, d'avoir la sensation que votre vie n'était pas celle que vous souhaitiez? À force de ne pas s'écouter, il peut arriver à un être humain de ne plus comprendre ses propres choix. À un moment donné, dans leur vie, certains osent tout remettre en question. Les femmes assises à mes côtés peuvent en témoigner car elles se sont découvertes à l'âge adulte. Elles ont tout quitté pour changer de peau, de vie et enfin suivre leurs envies. Alors comment expliquer ces choix par défaut? Quels indices nous montrent que nous ne sommes pas à notre place? Et comment trouver le courage de se détourner du chemin que l'on s'est tracé? Des questions que je suis impatient de poser à mes invités. Alors Laure, est-ce qu'on peut dire à quel âge vous avez pris la décision de changer de vie? Est-ce qu'il y a une scène comme ça qui vous paraît comme une évidence? Oui, au moment où j'étais sur le point de divorcer, donc deuxième mariage, deuxième divorce, et là il y a eu une fracture, il y a eu quelque chose où je me suis autorisée à vivre des choses. En tout cas, je me sentais tellement enfermée que c'est venu de façon naturelle, mais c'était presque une évidence pour moi. Et ça se passe en vacances, en fait. Oui. Qu'est-ce qui se passe en vacances qui vous fait comprendre que vous ne vous êtes pas toujours écouté? En fait, les vacances, c'était un lieu de détente, c'était un lieu de plaisir. Donc, peut-être des conditions que je n'avais pas jusque-là trouvées, peut-être dans ma vie de couple. Et donc, pour moi, c'était le dépaysement total, lâcher prise sur tout. Et finalement, c'était l'occasion de découvrir des nouvelles sensations. Et là, j'étais très à l'écoute de ce qui pouvait se passer, même si je n'avais pas du tout anticipé ce qui allait se produire. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu de quoi on parle? Parce que vous avez 49 ans à ce moment-là. Oui. Et vous êtes troublée, parce que vous êtes troublée par quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Oui. Alors là, je me suis posé beaucoup de questions sur moi. Je me suis dit, voyons, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Je me laisse séduire par quelqu'un de très jeune, qui peut avoir l'âge d'une de mes filles. Donc ça m'a beaucoup interpellée. Clémence, vous changez de vie à 26 ans. Qu'est-ce que vous changez à 26 ans? En fait, c'est marrant parce que moi aussi, c'est une rencontre. Mais c'est une rencontre avec la personne que je suis devenue, que je vois dans le reflet de la vitre de mon bureau, dans ma tour à la Défense, et que je reconnais pas. Parce que je me vois dans un tailleur, imaginez-moi là, dans un tailleur, jupe de tailleur, les collants, les chaussures à talons, chignon tiré, et je me reconnais pas, et je me dis c'est pas possible, c'est qui cette personne en fait, parce que c'est pas moi. Parce que là, à ce moment-là, dans votre vie, vous avez une vie de cadre dynamique, qui gagne bien sa vie, avec un appartement, avec des week-ends, des vacances. C'est ça, au jeu de la vie, j'ai toutes les cartes en main. Plein de gens rêvent. Et vous avez une sorte de flash où c'est pas votre rêve, en fait. C'est ça qui était dur à comprendre, en fait. C'est-à-dire que sur le papier, en théorie, j'avais tout pour être heureuse. Et le fait est que quand je me vois ce jour-là dans cette vitre, ça me heurte, c'est un choc. Je me dis, je suis malheureuse, je m'en rends compte à ce moment-là, mais je comprends pas pourquoi. Et c'est de là que vient la crise, quelque part, le choc de me dire, je sais pas ce qu'il faut que je change, mais il faut que je change parce que cette personne, c'est pas moi. Et du coup, je me pose la question, mais je suis qui? Et c'est vrai que vous changez votre couleur de cheveux, vous avez des cheveux bleus d'un seul coup.
Alors, pas d'un seul coup, mais en fait, c'est un processus, en fait. C'est de se dire, vu que le choc est venu de l'apparence, j'ai commencé à changer mon apparence. Et là, j'avais vraiment besoin de faire exploser le moule pour pouvoir retrouver ma forme, entre guillemets, mais sans savoir finalement ce que c'est. Donc, c'était beaucoup d'expérimentation, de style, de coiffure, de couleur. Mais c'est des expérimentations que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à faire à l'adolescence, quand ça n'a pas de conséquences, quand c'est normal, quand les adultes nous regardent un petit peu en disant il faut bien que jeunesse se passe. Quand on le fait à 26 ans, alors que tout le monde nous voyait déjà sur les rails de la carrière, toutes tracées, dans un environnement sérieux, ben là, ça choque les autres. Alors, on va parler effectivement du regard des autres, parce qu'on va parler évidemment de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qui est si intime quand on fait des choix dans une existence, des choix de partenaires, des choix d'apparence, vous le disiez, de mode de vie, d'amis, de fréquentation. Et puis à un moment donné, quand on change tout, est-ce que les autres nous comprennent tout de suite? On va parler un petit peu de ça avec nous. Pascal, qui est psychologue, merci d'être là. Merci. Donc, j'attends de vous que vous nous aidiez à décoder, à décrypter ce qui se passe, parce que c'est quand même très, très concernant. On est des millions sur cette terre à se poser parfois la question de se dire, mais est-ce que c'est vraiment moi qui ai choisi ça? Oui. Ah, c'est certain, si un matin on se lève et qu'en se voyant dans le miroir on dit bonjour madame, c'est que quelque chose ne colle pas. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le changement d'apparence, c'est pas forcément la version définitive qui est livrée immédiatement. Il y a des essais, aussi parce que c'est ludique d'essayer. D'expérimentation, vous avez dit. Des expérimentations. Et alors, ce qui est assez drôle du côté de l'autre, de la part des autres personnes, c'est qu'elles sont obligées de suivre ce mouvement comme ça, d'essais successifs, et ça peut être difficile. Bon, on va essayer de vous suivre pour le coup, parce que là aujourd'hui vous avez du recul sur tout ça. Je crois que des millions de femmes peuvent s'identifier à votre histoire. Laure, pour comprendre un petit peu comment à un moment donné vous vous êtes dit, voilà, c'est pas ma vie, c'est pas ça que je veux faire, et je vais m'écouter, je vais écouter mes ressentis intimes. On va essayer de comprendre comment vient le conditionnement. Donc, dans votre enfance, quel genre de famille vous avez? Vous avez quelle place, quelle relation avec votre mère? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Alors déjà, je suis arrivée dans un univers rural. Mes parents sont agriculteurs, donc ils avaient des vignes, des champs, donc une petite exploitation, beaucoup d'animaux de ferme. Enfin voilà, j'ai vraiment grandi dans un univers naturel. Voilà, mes parents travaillaient beaucoup, 6 enfants, donc la dernière. Et donc la place que j'avais, écoutez, j'avais l'impression de ne pas avoir de place, justement. C'est ça le souci. C'était votre sensation d'enfant? La sensation que j'avais, c'est que je n'existais pas au milieu de tout ça. Voilà. Donc je me suis mise dans une position d'enfermement. Mais à l'époque, je le percevais pas comme ça. Pour moi, c'était naturel. C'était comme une manière de me défendre ou par rapport à quelque chose autour de moi, la famille qui me paraissait hostile, pas à l'écoute, pas sensible à ce que je suis. Donc... Et un univers qui a ses limites, puisque vous entendez des phrases quand vous êtes enfant, c'est qu'en fait, vos parents disent non, ici on reçoit des gens qui sont comme nous. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire comme nous? Comme nous, qui pensent comme nous, qui ont les mêmes réflexes, qui ont les mêmes visions, qui ont les mêmes réactions. Donc comme nous, ça veut tout dire et rien dire finalement. Est-ce que vous avez le droit d'inviter des amis à la maison? Ah non. Ah non. Moi, la dernière, j'ai un petit peu récupéré tous les mauvais côtés, peut-être que les autres ont expérimenté. Et moi, quand j'avais une petite copine, non, c'était interdiction formelle d'avoir une copine. Donc, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, finalement. Ça dérangeait, certainement. Alors, 100% des souvenirs sont liés à une charge émotionnelle. Quand vous avez 13 ans, il va se passer une scène qui a l'air ordinaire, mais qui va être décisive pour toute la suite de votre histoire. Qu'est-ce qui vous arrive à l'âge de 13 ans? Alors, j'ai mes règles à 13 ans. Alors, j'ai attendu ça depuis longtemps, parce que j'avais envie d'être une femme, quand même. Alors, je me disais... quand même, mais c'est long, quoi, c'est long. J'avais tous les attributs physiques qui étaient là, évidents, et finalement, il se passait rien de ce côté-là. Et puis un beau matin, voilà, c'est arrivé. Et je me souviendrai toujours, ma mère était affairée comme ça, en train de faire sa vaisselle. Et puis je viens vers elle et je lui dis, maman, j'ai mes règles. Et là, elle me regarde. Mais tu parles de l'histoire. Quelle histoire? Alors là, j'étais figée, parce que finalement, ce que je pouvais attendre de ma mère, c'était un petit peu de compréhension. Ma fille, voilà, ça se passe comme ça et comme ça. Tu vois, tu vas peut-être ressentir ça, ou peut-être tu vas le vivre comme ça. Il n'y avait rien, c'était simplement, finalement, c'était banalisé complètement, et on n'avait même pas envie d'en parler, quoi. Donc c'est là que j'ai compris. Alors, pour essayer de la comprendre, avec le recul, vous avez une explication. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qui se passe dans sa tête?
Ça lui rappelle peut-être, elle, sa propre vie, et puis certainement aussi les expériences qu'elle a eues avec mes sœurs, qui sont tombées enceintes très tôt. Donc une qui est tombée fille-mère à 17 ans, elle a éduqué son enfant, donc c'est ma mère qui a pris en charge l'enfant qui est arrivé. Et puis une deuxième sœur aussi, celle qui est juste 4 ans de plus que moi, la plus proche d'ailleurs, qui est tombée enceinte à 15 ans, donc elle s'est mariée. Donc ça peut expliquer sa réaction. Donc ça peut expliquer sa réaction, oui. Donc, comme vous êtes une enfant, et comme 100% des enfants sur Terre n'aiment pas déranger, donc vous allez vous conformer. De quelle manière? Oui. Je vais juste rester en mode, je vais rien dire, je vais laisser faire les choses, je vais me recroqueviller encore plus, et puis je vais peut-être faire un petit peu ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de vagues, je ne vais pas réclamer des choses, je ne vais pas exiger de pouvoir sortir, puisque de toute façon, ça sera un non systématique. Parce que vous demandez ou vous demandez même pas? Vous supposez la réponse? Oui, parce que finalement, j'avais un côté un peu éponge, que j'ai toujours, mais finalement, je captais bien l'état d'esprit de mes parents, qui était très limité, donc ils n'étaient pas prêts à vivre certaines choses. En tout cas, ils avaient peut-être expérimenté suffisamment de souffrance, et peut-être que c'était une manière de se protéger. Donc, mais pourtant, à 15 ans, il s'est passé quelque chose. D'un seul coup, là... Vous savez quoi? Je vous propose quelque chose, c'est qu'on va s'arrêter là pour comprendre un peu comment Clémence a vécu son enfance. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce soir-là, quand vous avez 15 ans, vous allez ressentir quelque chose de très fort que vous allez devoir enfouir presque une vie durant. D'accord, on peut en parler comme ça. On peut dire ça comme ça. Clémence, pour qu'on imagine votre enfance, vous souriez parce que vous avez envie de savoir la suite? Carrément, bien sûr, de fou. Vous, Clémence, quand vous êtes enfant, vous grandissez dans quel genre de milieu, quel genre de famille? Quelle est votre place? Moi, je suis l'aînée d'une famille de 3 enfants. J'ai 2 frères derrière moi. Et vos parents font quoi? Alors, ma mère est conseillère principale d'éducation dans un lycée, donc fonctionnaire. Et mon père a trouvé du travail juste avant ma naissance et il n'a jamais changé de boîte, en fait. Il a fait toute sa carrière en montant tous les échelons. Donc, c'est un vrai modèle de stabilité, comme on en fait de moins en moins. Mes parents sont toujours ensemble. Déjà, un modèle de stabilité. Et vraiment, s'il y a quelque chose que mes parents m'ont transmis dans leur éducation, c'est la liberté. La liberté de choix, d'exploration, le respect et surtout, en fait, se détacher du regard des autres. De quelle manière ils vous transmettent ça? En fait, c'est une anecdote qui m'a énormément marquée quand j'étais au CP. Et alors, je suis très petite, je fais 1m57, ma mère fait 1m54. Au CP, vraiment, j'étais de loin la plus petite de la classe et j'étais très nulle en sport. Tout le monde se moquait de moi parce que j'étais petite et nulle en sport. Vous savez comment sont les enfants, une différence physique, ça cristallise les surnoms, les insultes, etc. Et ça m'affectait beaucoup. Et un soir, ma mère me voit en train de pleurer à cause de ça. Elle fait « On se moque de moi parce que je suis petite ». Elle me dit « Regarde-moi ». Est-ce que je suis grande? Je fais non, donc désolée. Papa, il n'est pas beaucoup plus grand. Tu seras sans doute pas grande non plus. Donc, tu as le choix. Tu peux pleurer tous les soirs de ta vie parce que tu es petite, ou bien accepter dès ce soir qu'en fait, c'est pas une insulte, c'est juste, t'es petite, c'est une caractéristique physique. Tu as les yeux bleus, tu as les cheveux châtains, donc il n'y a pas quelque chose qui est plus insultant qu'autre chose. Donc voilà, soit tu l'acceptes, soit tu vas être malheureuse pendant très longtemps. J'avais que 7 ans, mais bon, ça m'a quand même beaucoup fait cogiter. Et même dès le lendemain matin, je me suis dit, ok, donc comment est-ce que je leur réponds aux autres? Elle m'a dit, juste, tu montres que ça ne t'affecte pas. Et puisque ça ne t'affecte pas, tu vois, ça va être facile. Ok. Et en fait, c'est vrai que dès le lendemain à l'école, quand on me traitait de petite, je réagissais plus. Et ça a été hyper fondateur dans ma vie, en fait. Quand je suis arrivée à l'adolescence, qui est vraiment une période de complexe, de vulnérabilité folle par rapport au corps, à l'image qu'on a, en plus le corps change, donc c'est une image qui évolue sans arrêt, je pense que j'étais, de toutes mes amies, la plus solide mentalement par rapport à ça, où on pouvait se moquer de moi pour 1 milliard de choses, il n'y a rien de tout ça qui pouvait m'atteindre. Alors, dans ce que vous racontez, ça ressemble à un paradoxe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a choisi de parler effectivement de ces vies où on est conditionné, on va le voir de manière subtile ou pas. Finalement, on fait des choix qui ne sont pas vraiment les nôtres. Et là, vous parlez à la fois de liberté et à la fois d'affranchissement du regard des autres. Donc, on pourrait supposer que vous êtes confirmé. Qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, en quoi finalement vous allez vous mettre sur des rails? Parce que la liberté, ça fait peur. C'est encore plus déstabilisant que d'avoir des rails, en fait. Si j'avais eu un cadre, si j'avais eu des parents pour me dire tu seras avocate, ma fille, va faire du droit, passe ton bac d'abord, etc., je me serais construite par rapport à ça, soit en l'adoptant, soit en le rejetant.
le fait est qu'ils m'ont laissé le champ libre, en fait. Ils m'ont tout juste détourné un petit peu des carrières artistiques. Parce de manière insidieuse et j'allais dire très universelle. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez envie d'être comédienne quand vous êtes ado, c'est ça? Même plus jeune que ça. Dès l'école primaire, c'était le premier métier que je voulais faire. J'avais dit à ma mère, qu'est-ce qu'il fait comme métier Antoine de Saint-Exupéry? Elle me dit, il était aviateur. Je comprenais pas, mais il écrit des livres, non? Ah oui, c'est un écrivain célèbre. Je vais faire ça plus tard. Tu veux faire quoi? Écrivain célèbre. C'est pas un métier, ma chérie. Et donc je bug parce que tu viens de me dire que c'était ça son métier, donc je comprends pas. Et donc toutes mes aspirations artistiques, que ce soit l'écriture ou le théâtre, ma mère m'avait plus ou moins fait comprendre que c'était des passions et pas des métiers. Qui s'est créé dans ma tête cette dichotomie, mais à aucun moment j'ai eu avec elle une discussion ou avec mon père. Ils m'ont jamais dit arrête ces enfantillages ou fais d'abord quelque chose de sérieux. C'est beaucoup plus rationnel que ça, en fait, de dire, en fait, si tu as envie de t'installer dans la vie, il faut que tu trouves une profession qui te permette de le faire. Voilà, le théâtre, l'écriture, c'est des passions. Il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre. C'est très compliqué pour y arriver, ce qui est fondamentalement pas faux. Hein. C'est quand même pas aussi facile de devenir comédien que de devenir avocat. Voilà, il suffit pas de faire des études et de passer des concours, c'est un peu plus complexe. Et voilà, donc du coup, oui, ils m'ont laissé le champ libre et c'est encore plus difficile, je trouve, de faire des choix quand on est à cet âge où tout est possible et en même temps, rien n'est concret. J'avais pas de modèle devant les yeux. Moi, je voulais devenir prof juste parce que je voyais que des profs à longueur de journée, des profs ou des personnels médicaux, soignants. Et donc, dans cette famille qui semble comme ça, il y a une sensation de liberté. Et pourtant, il y a un conditionnement qui se fait, à la fois parce que, du coup, on veut vous épargner de souffrir, donc on vous dit non, ces métiers-là, c'est une source de souffrance, parce que tu risques d'être frustré. Et vous devenez, une bonne élève? Absolument. Mais en fait, l'école a toujours été un jeu pour moi. Et encore une fois, peut-être que c'est paradoxal, hein, mais mes parents m'ont jamais mis la pression par rapport aux résultats scolaires. J'ai toujours été une bonne élève juste parce qu'ils m'ont expliqué très jeune pourquoi j'allais à l'école, c'était quoi l'intérêt de l'école. Et encore une fois, j'ai une scène de l'école primaire qui m'a choquée, quelques années après le CP. Toute la classe se plante à un exercice de grammaire. Vraiment, j'ai 6 sur 10, c'est la pire note de ma vie à l'école primaire, et tous les autres élèves ont en dessous de 5. Et dans la cour de récréation, ce jour-là, c'est tête d'enterrement, tout le monde est en larmes ou très affecté. Et moi, je comprends pas, je fais, qu'est-ce qui vous arrive ? Non, mais c'est terrible, je vais être punie. Ma mère m'a dit, c'est la dernière fois que j'ai ramené une mauvaise note, et là j'ai une mauvaise note. Je fais, mais on a tous une mauvaise note, ça veut juste dire qu'on n'a pas compris l'exercice. Donc la maîtresse va nous le réexpliquer. Vous êtes une mini-adulte. Je comprenais pas. Vraiment, je comprenais pas. Et le soir, je dis ça à ma mère, je raconte à ma mère, je fais, pourquoi est-ce que tous les autres étaient en pleurs? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'être punis? Pourquoi tu me punis pas quand j'ai des mauvaises notes? Elle me dit, déjà, t'as pas de mauvaise note, donc pourquoi tu veux que je te punisse? Moi, je sais pas, mais là, par exemple, j'ai eu une mauvaise note, c'est la plus mauvaise note que j'ai jamais eue, pourquoi tu me punis pas? Est-ce que ça t'aide si je te punis? Je pense pas, non, je pense pas que ça va m'aider. J'ai juste pas compris la leçon, mais comme tout le monde, donc pourquoi les parents punissent les autres? Et là, ma mère, elle critique pas les autres parents. On vient d'un petit village, pourtant, Commérage, c'est quand même le sport régional en France. Donc elle a pas cette défense-là, en fait, de venir me dire, je suis meilleure mère que les autres, écoute, qu'est-ce que tu veux? Non, elle essaie de m'expliquer très diplomatiquement. Sa logique à elle. Voilà, pourquoi. Alors là où c'est très intéressant, c'est que pour aller plus loin, et là l'exemple parle à tout le monde, c'est que quand vous êtes adolescente, il y a des règles, on verra qu'elles étaient très strictes pour vous. Donc, vous, c'est, tu rentreras à 23h. Et vous vous dites? Ah oui, moi je négocie à l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'ils me donnaient plus de liberté que j'en voulais. Donc c'était plutôt, oui, sur les soirées qu'on faisait entre amis, ça durait jusqu'à minuit, c'est la fin de la soirée. Et ma mère me disait, je viens te chercher à minuit. Elle fait, non, c'est trop tard pour moi, viens plutôt vers 22h30. Ah bon, mais t'es sûre? Pourquoi tu veux pas rester? Ça t'ennuie d'y aller? Je fais, non, j'aime bien y aller, mais j'ai pas trop envie de passer toute la soirée là-bas. C'est trop tard pour moi, après je préfère rentrer plus tôt. Ce genre de choses. Donc, c'est intéressant, ce que vous entendez. Les adolescents sont demandeurs de cadres et de règles. Les enfants sont demandeurs de cadres et de règles aussi. L'adolescent a cette ambiguïté qui est demandeur à la fois de cadre et de liberté. Mais là, apparemment, peut-être que le cadre était posé un peu trop au large, ce qui fait que
Clémence n'était vraiment pas gênée aux entournures. Elle avait beaucoup d'espace, peut-être trop d'espace, qui lui fournissait une incertitude, un sentiment d'incertitude. Peut-être pour ça qu'elle s'est retrouvée en costume et talons après devant. Mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'elle a posé elle-même un cadre. C'est ça. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y a une sensation de liberté et pas de limite. Et en fait, vous allez vous conformer d'une certaine manière, ce qu'on va voir par la suite. Être l'élève. En fait, c'est à un moment donné, vous jouez à l'enfant idéal, c'est-à-dire qui ne sort pas tard, qui est première en classe, etc. Donc ça ressemble à un paradoxe de l'extérieur. Non, elle se pose le cadre qui lui manque. Enfin, ceci dit, ça devait être très très chouette de vivre dans sa famille parce que voilà, il y avait voilà, peut-être que Laure aurait volontiers échangé sa place. Ah, mais clairement. C'est certain. Mais tout en ayant besoin de liberté, je répète, l'adolescent a quand même besoin de, comme l'enfant d'ailleurs, de cadres, de règles. Il faut que ce soit voilà, délimité. Cet espace de liberté, en somme, qui est des limites. Et là, comme on ne lui pose pas de limites, franchement, eh bien, elle les pose elle-même. Donc, elle rentre à 11h au lieu de rentrer à minuit, et puis elle devient, je ne sais pas quel métier vous avez exercé, mais voilà... Auditrice. Audite interne. Voilà, elle se retrouve en costard. Alors, effectivement, on va raconter ce métier comme ça, très conforme de l'extérieur. Mais en tout cas, dans tout ce qu'on vient de raconter, qu'est-ce qui se joue pour vous, pour la suite ? En fait, il y avait un cadre. Et mes parents m'ont donné un cadre qui était une cohérence. Quand il y avait des limites, des interdits, des problèmes, il fallait comprendre. C'est l'histoire de la punition. Voilà. Et donc, moi, je grandis, où je m'épanouis avec ça comme limite, en fait, de me dire tout n'est pas possible, voilà, c'est pas YOLO la vie, mais c'est juste, c'est quoi le sens des choses que je fais. Et dans cet espace de liberté, je commence à avoir de plus en plus peur. C'est-à-dire que plus on avance dans l'adolescence, plus je me rends compte que déjà, je suis un peu un animal particulier, parce que tous les autres autour de moi sont stressés, ils ont peur de l'avenir, leurs parents leur mettent la pression sur tout et n'importe quoi. Effectivement, des parents comme les tiens, alors il y en avait partout autour de moi, et quand je dis que j'ai eu une excellente éducation et vraiment un cadre parfait pour me développer, c'est parce que je devenais folle à voir les parents de mes copines, en fait, de comment ils les traitaient, sur des détails en plus, pas des choses très importantes. J'avais pas de... Personne faisait de fugue ou se droguait ou des choses comme ça dans mon entourage. Mais la moindre diversion des études ou du sérieux, de la carrière, qu'est-ce qu'on fait ensuite, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, etc., etc., les autres parents mettaient vraiment une pression sur leurs enfants qui moi, me rendait malade par procuration. Alors, on va essayer de comprendre effectivement pourquoi, dans votre cas, finalement, alors qu'il y avait cette sensation d'éducation presque idéale et de liberté, vous vous êtes conformé à un modèle que vous avez fait exploser ensuite. Oui. On s'est arrêté, Laure, dans votre récit, au moment où, à 15 ans, alors que vous avez une éducation assez stricte, on va le voir, et elle va s'empirer d'ailleurs après cet événement. Donc là, il y a un événement à 15 ans qui ne ressemble pas au reste, où finalement, c'est quoi ? C'est votre grande sœur qui vous amène en boîte de nuit. Ouais, c'est mes deux grandes sœurs qui, voilà, d'un commun accord, décident de faire une petite sortie avec leur mari, et puis, alors là, la surprise, elles décident de m'emmener. Et finalement, alors, elle me prépare, elle me pouponne, je me vois maquillée, je me vois habillée d'une certaine façon. Enfin voilà, on voulait vraiment mettre en avant tout ce qu'il y avait en moi de féminin et le parfum. Enfin, tout était là. Et je me reconnaissais pas d'ailleurs. Je me disais, c'est très, très, très sympa de me voir comme ça. Et je me retrouve dans ce lieu. Je dis dans ce lieu parce que c'est tellement... C'est de la science-fiction pour vous. Ah, Une boîte de nuit, vous avez 15 ans. Carrément. Je me dis, je rentre dans un endroit, il fait sombre, c'est une atmosphère que je découvre. C'était très agréable. Là, je rentrais dans un lieu où j'étais enivrée. Complètement. Dès que j'ai mis le pied dans cet endroit, j'ai vu ces banquettes pourpres, voilà, cette fumée, ces odeurs, ce bar, cette musique qui me bombardait. Et puis moi, j'étais complètement décalée. J'écoutais la musique chez moi, mais j'avais pas l'habitude d'entendre ça dans ces lieux-là. Et je me disais, mais c'est génial, quoi. C'est génial. Je vais pouvoir. Je sais pas ce que je vais faire ici, en tout cas, mais je m'y sens bien. Donc là, c'était vraiment une sensation pour le coup, de liberté, où je pouvais m'accorder peut-être le droit d'avoir du plaisir. Et presque même de l'abandon, puisque vous mettez danser.
Carrément. Et là, personne ne vous reconnaît, mais vous ne vous reconnaissez même pas. Moi-même, je me reconnais pas parce que figée dans une timidité mais écrasante. Hein, je veux dire, j'étais quelqu'un, on me voyait pas, j'étais transparente, je faisais tout pour qu'on me voit pas. Donc là, finalement, c'était comme une invitation à dire finalement, amuse-toi, lâche-toi, quoi, fais-toi plaisir. Et puis, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire ? Et ben alors voilà, à un moment donné, j'avais le trac et tout, j'avais le cœur qui battait comme ça, j'avais mes sœurs qui étaient là, posées juste en face de moi, tout le monde sirotait son petit whisky. Et puis à un moment donné, j'ai entendu un son, ça devait être Ça plane pour moi à l'époque, c'est rigolo. Classique Bertrand. Grand Bertrand. Et puis là, j'ai dit, allez, hop, on y va. Et puis j'ai une sœur qui m'accompagne. Et puis voilà, j'étais presque toute seule sur la piste de danse. Et puis, je commence à me lâcher. Et puis là, dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là ? T'es plus la même ? Puis il y a 2 types devant qui étaient juste là, à 2 mètres de moi, qui me regardaient, des hommes très sympathiques, très charmants, très séducteurs. Et puis... Donc là, c'est une sensation nouvelle. Ah, ça, c'est... là, c'est vraiment... moi qui m'aimais pas, moi qui me sentais insignifiante, comme je le disais tout à l'heure, qui avait un rejet de moi, de mon côté femme. Et là, ces 2 hommes m'observaient, mais avec insistance, intérêt. C'est une joie, j'ai 15 ans, je suis là, j'ai l'impression d'être une adulte et en même temps, j'ai mes réactions de jeune fille qui découvre tout. Et là, c'est comme si j'étais confrontée à quelque chose quelque chose auquel j'ai jamais été confrontée, c'est-à-dire la séduction. Et alors, cette soirée-là, cette sensation que vous décrivez, va avoir des conséquences. Évidemment, parce que forcément, il y a eu du flirt. Mes chères sœurs étaient présentes. Elles sont allées voir ma maman et puis ils leur ont dit il va falloir que tu la surveilles vraiment parce que il faut vraiment que tu lui fasses prendre la pilule à ta fille. Hein. Fais gaffe. Voilà. Alors là, boum, là, ça tombe comme un coup près. Pour moi, c'est là, je me suis dit, mais c'est quoi ? On me sort et puis on m'emmène voir le loup. Et puis quand je rencontre un petit peu le loup, un loup gentil, après on me dit, non, maintenant c'est bon, hein, c'est mort, tu restes à ta place. Et vous le vivez. Alors, ce qui a suivi, c'était une extrême sévérité, parce qu'on vous interdit de sortir. Ah oui, après, si j'ai eu l'opportunité d'aller au cinéma avec un ami de quelqu'un de proche de moi, non, tu sortiras pas. Mais alors là, c'était foudroyant pour moi. Et du coup, vous le vivez comme une trahison ou comme presque une manipulation ? Parce qu'effectivement, c'est comme si on vous avait testé, on vous amène dans un endroit où vous pouvez vous abandonner, on dit « Ah, tu t'es abandonné ». Moi, je l'ai vécu comme une trahison, oui. Ah oui. Pour moi, c'était une trahison. En plus, ça venait de mes sœurs. Donc, je me disais, mais quel est le but là-dedans ? Qu'est-ce qu'elle cherchait de m'exposer comme ça, de me faire goûter à quelque chose juste pour le plaisir, mais on n'emmène pas innocemment une petite sœur dans une boîte de nuit, ou alors on l'emmène au cinéma, on l'emmène au restaurant, mais on ne l'emmène pas dans une boîte de nuit. Donc j'ai les réactions émotionnelles, je pleure, je rage, et puis après, j'abdique et je me conforme. Donc je me suis adaptée. Et vous faites même du zèle, parce que vous enlevez toute séduction, vous coupez les cheveux vous-même. Ah oui, finalement, je m'aime pas. Je me dis, je ressemble à rien. Alors j'en rajoute encore. Hein. Allez hop, on prend le ciseau, on le fait soi-même. Hein. Comme ça, on n'est jamais mieux servi. Et puis, je porte des pantalons, la féminité. Et puis, voilà, je grandis, j'évolue comme ça jusqu'à 16, 17 ans. Et puis... à 17 ans, vous allez en Corse. Et après, je vais en Corse. Mon frère me donne l'opportunité. Il travaille là-bas. Il m'a dit, tu veux garder ma fille ? Et il m'invite. Je te paye le billet d'avion. Alors, tiens, c'est la première fois que je voyage, donc je prends l'avion pour la première fois à 17 ans, donc ça aussi c'est une première. Et là-bas, finalement, je passe des vacances dans un endroit sympathique, je garde une petite fille qui est ma petite nièce, et puis évidemment ma mère m'impose la pilule avant de partir. Mais c'est comme si elle me disait, alors vas-y quoi. Alors là, c'est clair, vas-y, j'y suis allée, un petit peu. C'est-à-dire ? J'ai commencé à avoir des relations que j'ai expérimentées. Je me suis dit, tiens, finalement, puisqu'on ne me remarque pas, j'ai l'impression de ne pas exister, je me sens nulle et quelqu'un de sans intérêt, et peut-être que je vais y puiser quelque chose dans cette
expérience de rencontre. Et donc j'ai expérimenté les relations. Alors on va voir effectivement comment vous avez existé dans le regard de l'autre. On va voir quel genre d'amoureuse vous avez été dans votre vie. Et puis on va voir après comment effectivement vous vous conformez dans un certain mode de vie avant de faire tout exploser. Ouais, ce sont des bombes à retardement que l'on met en œuvre du côté parental dans ce cas-là. Des bombes à retardement. Ça vous convient comme mot. On va voir effectivement ce qui s'est passé. Et donc, dans votre cas, Clémence, on a vu que vous étiez dans cette famille qui vous donnait des valeurs, qui vous affranchissait du regard des autres, qui vous donnait une certaine forme de liberté. Et pourtant, vous êtes une bonne élève et on va voir que vous allez suivre un cursus très classique qui pourrait satisfaire beaucoup de parents sur Terre avant, là aussi, de le faire exploser. Alors, ça se passe comment dans votre vie, finalement? Pourquoi est-ce que vous allez vers ces voies-là? Vous partez au Canada déjà à 17 ans. Ouais, alors... Cette chance inouïe dans ma vie, c'est d'avoir connaissance d'un programme d'échange international à 16 ans, justement. Enfin, j'avais encore 15 ans à ce moment-là. Et du coup, je candidate à ce programme pour pouvoir partir 1 an à l'étranger, en famille d'accueil, et passer donc une année hors de ma vie, quelque part. Et c'est intéressant parce que c'était ma première vraie discussion d'adulte avec mes parents. Et là encore, je ne le savais pas à l'époque. Parce que c'est la première fois que je demandais quelque chose et qu'ils me disaient non. Comment ça, non? Enfin, j'ai pas encore expliqué non. Et vraiment, là, du coup, ma mère, je pense que ma mère réagit. Elle était dans le starting block de quand est-ce que Clémence va faire sa crise d'adolescence et nous péter un plomb et vouloir se faire tatouer sous le dos, adopter 3 chiens, etc. On verra que vous le ferez plus tard. Exactement. Et du coup, je pense que comme c'est la première fois que je viens avec quelque chose d'impulsif quelque part, parce que j'avais jamais parlé de mon envie de partir. Eh ben, elle vient me mettre un stop direct, genre non, c'est quoi cette lubie? Donc c'est extrêmement difficile. Mais j'arrive à les convaincre au terme d'un week-end de négociation. Eux s'en souviennent pas comme ça. Mais moi, je m'en souviens comme étant une vraie confrontation d'adulte à adulte. Et je pars, donc l'année suivante, j'ai été sélectionnée. Ils s'attendaient à ce que je le sois pas, mais bon. Ouais. J'ai pu partir et je suis... Vous êtes partie au Canada? Au Canada, ouais, voilà. Alors au Québec ou au Canada anglophone? Canada anglophone. Donc je débarque dans une famille où, avec mon 18 de moyenne en anglais, je suis très très confiante. Et au premier matin, au petit déjeuner, je ne comprends rien de ce qui est dit et eux ne comprennent rien à mon accent. Et donc j'ai dû apprendre... Donc, perte de repères, donc là c'est une expérience. Déracinement total. Et ce qui se passe pendant cette année-là, qui de toute façon est une année charnière de l'adolescence, puisque c'est l'année de mes 17 ans, je me fais des amis, on parle pas la même langue, on n'a pas la même histoire, pas la même culture, pas les mêmes références culturelles, enfin tout est nouveau, je suis une feuille blanche pour eux, et eux c'est des feuilles blanches pour moi. Et un jour, il y a cette fille dont je suis devenue l'amie, et qui finit par me dire, alors en anglais elle me dit « You're cool », ce qui veut dire « T'es vraiment chouette en fait ». Et je me dis, c'est marrant parce que c'est pas du tout ma réputation, entre guillemets, en France. En France, je suis la tête, l'intello, on me charrie un peu pour ça. J'ai des amis, quoi, mais c'est... Vous êtes sérieuse? Voilà. Et je parlais tout à l'heure de ma rencontre avec moi-même à 26 ans. Là aussi, à 17 ans, en fait, j'ai une vraie rencontre avec moi-même en me disant, ah bon, en fait, je suis cette personne-là. Et je suis... alors, à ce moment-là, le lycée canadien est beaucoup, beaucoup moins strict que la France à plein d'égards. Donc, au niveau du style vestimentaire, c'est n'importe quoi. On peut venir à l'école en pyjama. Donc, je m'en prive pas, parce que pourquoi? Vous allez à l'école en Bien pyjama? sûr. Elle va de liberté en liberté. On me dit, tu peux venir à l'école en pyjama. En fait, je fais beaucoup de théâtre, il faut des tenues confortables. Et je mets des pantalons colorés dans tous les sens. Pourquoi pas? Donc, expression totale, liberté. Et quand vous totale. rentrez, vous êtes devenue végétarienne, végane? Alors, je suis devenue végétalienne pendant l'année au Canada, et parce que voilà, la nourriture là-bas était pas du tout de qualité qu'en France, et parce que j'ai rencontré des végétaliens. Donc, en bonne française, je les ai immédiatement jugés pour les extrémistes qu'ils étaient, avant de comprendre leur philosophie. Et donc, de retour en France, c'est surtout un retour en terminale. J'ai 1 an de plus que tout le monde, mais avec l'année que je viens de vivre, en fait, j'ai 10 ans de plus que tout le monde. Tous mes amis sont partis, qui sont maintenant, eux, à l'université, et de toute façon, on n'a plus rien en commun. Je dois retourner à la cantine, alors que ça, c'est une vraie violence, parce que du coup, la cantine en Lorraine, on est très peu porté sur les légumes, beaucoup sur viande, produits laitiers, donc je recommence à manger normalement, entre guillemets, parce que j'ai pas le choix. Hein, mais pour moi, c'est une violence, parce que j'y crois plus. Et le pire dans tout ça, c'est retourner dans ma famille, où on me reconnaît plus, et moi, je les reconnais plus non plus. Je peux plus revenir dans ma vie d'avant comme si j'avais pas vu tout ça, j'avais pas vécu tout ça. C'était pas possible. Et pourtant, vous allez vous mettre à travailler malgré les lacunes que ça vous a posées d'ailleurs. Mettre à bosser pour avoir le bac avec une mention.
comme on m'avait toujours présenté l'école comme un moyen, cette année-là, comme j'ai pas d'autre choix que d'être à l'école, je l'utilise comme un moyen de sortir. Et oui, faire un bac S avec une mention très bien, ça ouvre toutes les portes, comme selon la formule consacrée. Donc je me démène pour arriver à ça. Mais ça n'a plus de sens pour moi, donc j'y prends pas de plaisir, déjà de 1. Je ne m'épanouis pas à le faire, j'apprends par cœur tout ce que je peux pour juste gagner des points, comme j'avais toujours fait à l'école en fait. Voilà une feuille de notes, des critères d'évaluation, je remplissais mes devoirs de maths comme ça, quoi, comme noircir des cases pour réussir à aller jusqu'au bac. Ouais, parce que les études, c'est aussi un moyen de créer sa vie après. Donc là, vous êtes actrice de votre existence. Ouais. Vous n'êtes pas en train de vous conformer. Vous dites, c'est un moyen que je connais. Donc c'est les études, l'excellence. Vous allez faire des études de sciences politiques. Ouais. Vous sentez à votre place quand vous faites ça? Quand j'arrive à Sciences Po, alors j'étais à Lille, je me sens, pour la première fois depuis longtemps, à ma place. Je me sens bien, parce que je retrouve des gens avec lesquels j'arrive à connecter, ce qui ne m'était pas arrivé depuis assez longtemps. Et à Sciences Po, j'ai l'impression de revenir au même niveau que les autres, de ne pas avoir 10 ans de plus, d'être dans le même âge. Et ça, c'est un vrai confort, c'est une vraie sécurité. Donc je retrouve un peu comme ça mon équilibre. Oui, c'est ça, j'entends le mot sécurité et liberté. Voilà, donc tout. Un équilibre. Et alors vous allez me dire, c'est la sécurité qui vous guide, donc finalement vous obtenez un job, c'est un contrat à durée indéterminée, dans une époque incertaine, où vous êtes bien payé, vous réalisez même que vous faites partie des 30% des Français les mieux payés. Je vais le dire, mon salaire de départ c'était 36 000 € brut annuel. Je vais sur les stats de l'INSEE, ils ont un simulateur, je suis dans les 30% des actifs les mieux payés de France. À 23 ans, c'est mon premier job. J'ai le salaire net que ma mère avait au bout de 15 ans de carrière, environ. Et qu'est-ce que vous ressentez d'ailleurs en voyant ces chiffres, en voyant cette situation? Je me sens au sommet d'une pyramide, quelque part, en tout cas arrivé quelque part. C'est un point d'arrivée. Et je me dis, c'est bon, je peux respirer là, je suis arrivé quelque part. Mais c'est le début de la fin, parce que c'est là que je me rends compte que c'est pas là que je voulais être, c'est pas du tout là que je voulais être. Vous êtes arrivé quelque part, mais pas là où vous vouliez être. Qu'est-ce que je fais là? Donc, on va rester là-dessus, parce que c'est intéressant, vous avez super bien raconté les subtilités, effectivement, les méandres de la réflexion, et de cette espèce de... On est tous plein de contradictions, effectivement, donc entre liberté et sécurité. Laure, on se souvient que vous avez cette éducation un peu stricte, avec une maman un peu interventionniste. D'accord, c'est un euphémisme. Et donc vous allez avoir une vie sentimentale, une vie, comment on appelle ça, conjugale, assez classique. Oui. Dans un premier temps. Oui, à 20 ans, voilà, je rencontre quelqu'un qui finalement me donne l'opportunité de pouvoir quitter cet univers familial. Donc finalement, je suis partie pour des bonnes ou des mauvaises raisons. En tout cas, c'était sûrement pas les raisons. Je suis partie, enfin, c'était vital. Là, c'était impossible de pouvoir continuer une vie aussi morne. Il n'y avait aucune perspective, il y avait aucune possibilité de me connecter avec quoi que ce soit. Donc pour moi, la relation de couple, et en tout cas, c'est ce que j'ai provoqué, m'a permis de quitter cet univers. Voilà, où je souffrais finalement. Et là, je découvre une vie normale. Je vis avec un homme qui a 10 ans de plus que moi, qui m'emmène dans des restaurants, qui m'emmène dans des lieux, qui me fait rencontrer ses amis. Et là, je me dis, c'est sympathique. On a une vie sociale. Je découvre des choses super agréables qui paraissent anodines pour la plupart de mes proches ou des gens que je croise tous les jours. Mais finalement, pour moi, ça prenait des dimensions. Parce que je connaissais rien, en fait. Je connaissais pas encore cette notion de plaisir, là, de simplement de profiter de la vie, et puis les ouvertures que ça crée, de rencontrer d'autres gens. Et donc, vous êtes dans une phase de découverte. Vous disiez, cet homme avait 10 ans de plus que moi. C'est ça qui va vous donner la sensation d'être infantilisé à un moment donné? Peut-être, oui, parce que finalement, je n'avais qu'en tête l'envie de partager une relation. C'était ça, être en relation et me sentir reconnue par l'autre. C'était ça, plus que l'envie d'être créative ou à l'inverse de toi, Clémence, l'envie d'y arriver. Moi, c'était pas du tout dans mes perspectives. Je me fichais royalement de l'ambition professionnelle. J'avais aucune envie, j'avais aucun but, aucune perspective. Et en tout cas, je me sentais dépourvue de tout moyen, de toute valeur, de toute qualité pour être capable de pouvoir accéder à quoi que ce soit. Donc moi, j'avançais dans le brouillard. Donc pour moi, la seule connexion, je me reconnais, je suis dans une relation. Donc à partir du moment où il y a une relation, il y a quelqu'un qui vous regarde et à ce moment-là, vous existez. Voilà. Donc un deuxième mariage qui, cette fois, va durer 20 ans. Alors,
il y a eu un mariage éclair de 3 ans. Hein, j'avais 27 ans, donc j'ai eu un enfant. 3 ans plus tard, je me suis engagée dans une vraie relation. Alors là, ça, c'était la relation. La relation où j'ai construit, où j'ai stabilisé. On a fait un enfant, donc 2e fille. Où là, j'ai pu expérimenter le fait d'être une maman. Et du coup, je ressemblais plus à l'attitude de tes parents, parce que finalement j'ai pas reproduit ce qu'on m'avait fait. J'ai pas du tout reproduit. J'ai plus été une maman très permissive. Vous dites en levant les yeux au ciel, pourquoi? Ils vous l'ont reproché? De l'être permissive. Peut-être pas eux, parce qu'ils étaient plus là pour voir jusqu'à où j'étais capable de l'être, puisque bon, ils sont partis avant. Mais oui, on m'a reproché d'être permissive. Oui. Parce que laisser partir sa fille à 14 ans au Japon, toute seule, faut être quand même un petit peu... Je sais pas si c'est inconscient, vous avez fait l'inverse de ce que vous aviez vu. Mais j'ai carrément, voilà, j'ai laissé à ma fille l'opportunité de pouvoir expérimenter des choses. Et pour qu'on comprenne ce qui va se passer en Sicile, d'accord, oui. dans votre vie, parce qu'il va y avoir, à la fois vous allez retrouver des sensations quand vous étiez adolescente, mais à ce moment où ça vous arrive, on va voir ce qui se passe en Sicile, vous êtes devenue quoi en fait? Je suis devenue une femme qui vit une vie assez structurée, assez cadrée, avec un partenaire assez contrôlant, qui est plein d'amour, plein de bienveillance, et tellement bienveillant, et tellement dans l'envie de protéger l'autre, qu'il y avait une forme de surprotection. Et même pour d'autres raisons, mais j'avais l'impression de reproduire encore un système qui était, voilà, je me sens pas libre d'être moi-même. Peut-être Pascal, un regard sur finalement cette vie de couple où il y a un schéma qui va se reproduire finalement. Oui, elle a choisi un type de relation parent-enfant pour le couple. C'est-à-dire le conjoint était une forme de parent, enfin de père ou de mère, les deux d'ailleurs. Et certainement, de sa part à lui, tout à fait de bonne foi, ça devait être des positions qui se sont mises en place de façon assez naturelle, c'est-à-dire elle choisissant ce type de partenaire, lui ayant ce caractère quand même assez fort et protecteur probablement de toute façon, avec qui que ce soit, j'imagine. Voilà, ça s'est fait tout seul, mais très certainement, ça pouvait être sur le long terme satisfaisant pour lui, mais pas pour elle. Effectivement, parce que je ne me retrouvais pas finalement. Et là, vous allez tout faire exploser. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle sensation vous allez avoir en Sicile? À ce moment-là, vous avez... Écoutez, voilà, j'ai 49 ans, voilà, j'ai 20 ans de vie avec mon mari, et puis d'un seul coup, voilà, les circonstances ont été favorables. On a décidé donc de faire ce voyage, qui était un voyage organisé par son travail. Et quand j'ai mis le premier pied à Palerme, j'ai senti déjà quelque chose dans l'air, quelque chose d'agréable. Déjà, première sensation, une sensation de un peu, encore une fois, d'être enivré, je sais pas, quelque chose qui vibre dans l'air. Alors je me dis, tiens, c'est peut-être voilà, l'Italie, la Sicile, c'est agréable, il fait doux. Et puis, on arrive dans l'hôtel, puis là, je vois deux personnes, deux jeunes, et puis se présente, voilà, je suis un tel, c'est pas moi qui m'occupe de votre groupe, mais voilà, je me présente et tout. Et puis l'autre à côté, un beau petit blond, très mignon, et clac, il me fait un clin d'œil. Bon, je dis après tout, il n'y a rien de méchant, c'est gentil, mais j'ai tout compris dans le clin d'œil. C'était tellement immédiat et j'étais sensible à ce clin d'œil. Et puis tout le long de ce petit séjour qui était court, qui durait une semaine, il y avait des soirées dansantes, il y avait des après-midi autour d'une grande piscine où chacun profitait. Et c'était marrant parce que chaque fois qu'il me voyait accompagné par mon mari, il nous disait toujours bonjour les amoureux, mais il y avait toujours un petit côté un petit peu ironique dedans. Je me disais mais qu'est-ce qu'il a celui-là, à me provoquer tout le temps. Et puis au fur et à mesure, les choses ont monté crescendo, et puis les soirées où on se retrouvait un petit peu, après les repas, à partager des moments, boire ou enfin profiter, quoi. On était en vacances. Il y avait une insistance de sa part à me regarder, puis en fait, il se cachait pas, quoi. Il affichait clairement que je devais lui plaire. Même mon mari l'avait remarqué. Il me disait mais attends, qu'est-ce qui se passe, quoi. Il insiste beaucoup, quoi, ce gars-là. Je dis ouais, bon, j'étais
voilà, j'étais séduite, ça me plaisait. C'était, voilà, encore une fois, on fait attention à moi, mais là, le truc, c'est bon, je suis mariée, et le jeune, il est quand même très jeune. Donc là, il y a quand même là, il y avait une petite notion d'interdit, mais je dis, c'est pas grave. Je dis, je m'en fous, ça me plaît comme ça. Donc, puis là, le dernier soir, alors là, voilà, dernière soirée, j'avais mis la robe panthère, les talons, le maquillage, enfin tout, quoi. J'avais tout mis pour être, voilà, très, très femme, très séductrice. Et je savais que j'étais en train de transgresser, je savais que je prenais les risques de ma vie. Là, j'étais en train de mettre mon mariage en danger d'une façon incontournable. Mais j'étais moi. Puis ça a fonctionné. Ce moment de trouble, qui est un mélange de transgression, de peur, Oui. et en même temps la sensation d'être soi-même, qui rappelle un peu cette ivresse des 15 ans. Oui, Vous j'étais existez dans le revenue à regard de 15 l'autre. ans. C'est Ça vous fait comprendre quoi, qu'il faut divorcer? Ah, clairement. Là, de toute façon, si je m'autorisais à aller si loin, c'est que clairement, j'avais volontairement, inconsciemment, provoqué l'acte de trop, le débordement, et je savais que ce débordement précis ne pourrait pas passer. Et donc, après le divorce, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous acceptez l'idée de cette sensation forte quand vous êtes regardé par l'autre? C'est-à-dire que ça va devenir quoi? Quelque chose d'important pour vous? Le fait d'être regardé par l'autre, oui. Et puis, ce qui s'est passé après le divorce, c'est que j'ai ressenti un soulagement intense du fait de m'être libérée d'une relation qui était destructrice de toute manière. Mais en même temps, les démons sont revenus, quoi. Les démons sont revenus, ça veut dire je n'existe pas, je me sens pas encore suffisamment construite pour pouvoir avancer dans la vie et puis mettre des projets. Je me suis retrouvée autonome. Alors la femme un peu enfant que j'étais, c'était un peu lourd pour moi parce que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que financièrement j'avais très peur? Là c'était les peurs de petite fille qui arrivaient. Hein. En plus j'avais ma fille qui vivait avec moi, donc c'était aussi une responsabilité que j'avais prise. Alors qu'est-ce que je deviens? Bon, je trouve un job, etc. Mais à un moment donné, les démons, oui, mes petits démons sont revenus. Comment je vais pouvoir me reconnaître? J'étais assoiffée d'amour. Donc, encore besoin de cette reconnaissance. C'est vrai que j'étais dans une quête inassouvie d'être reconnue par l'homme en particulier. Et là, à ce moment-là, là où je me suis sentie libre d'expérimenter tout ça, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais un vrai problème, quoi. Et j'ai dit, bon, ok, t'es libre, t'es divorcée. Alors je me suis dit, ok, puisque j'ai un vrai problème et que finalement j'essaye de trouver des parades à travers les rencontres, je vais continuer à expérimenter les rencontres, puisque ça me fait du bien. Mais ça fait évidemment beaucoup de vagues, évidemment, parce que mon proche entourage, mes enfants. Alors pour comprendre à quoi ils réagissent, à quoi ils assistent finalement? Ils assistent en fait à une mère qui pète un câble, une mère qui s'autorise finalement de faire des rencontres instables avec des gens qui sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes qu'elle, qui ont des parcours qui n'ont rien à voir avec elle, avec qui les affinités peut-être sont parfois inexistantes ou si peu existantes, et qui finalement se complaît dedans et n'a aucune, je sais pas, elle a aucune réticence. Elle vit les choses, elle a même pas le scrupule de se dire mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Donc là, vous êtes en train de vivre une vie où pour la première fois, vous ne portez pas de jugement. Ah, carrément, ouais. Je me porte pas de jugement. Vous laissez porter par cette envie clairement, oui. de séduire, d'exister dans le regard de l'autre. Oui. Et comment réagissent les gens autour de vous, et notamment vos filles, puisque vous en parliez? Mes filles, voilà, me taxent de mère infantile, de mère... mais tu n'es pas un modèle pour nous, mais qu'est-ce que c'est que cette mère qui a des amants plus jeunes qu'elle, mais quel type de gens tu rencontres? Mais enfin, maman, vraiment, je suis pas fière de toi. C'était très dur, hein, le jugement. Hein, c'était très dur, et en même temps, légitime, je le comprenais. Pascal? C'est-à-dire que la crise de l'ado, c'est surtout la crise des parents. Ce sont surtout les parents qui sont en état de crise lorsque l'adolescent traverse ce que j'appellerais plutôt une étape ou une phase. Et lorsque, par contre, la crise d'ado, entre guillemets, c'est le parent qui la traverse, forcément, c'est une crise pour les enfants. Elle le vit bien parce que c'est ce qu'elle, finalement, souhaite faire. Mais les enfants, du coup, traversent une crise.
C'est pour cette raison qu'ils ont ces réactions qui paraissent se situer dans le jugement, mais surtout que ça les angoisse. Hein. C'est en plus très inusuel. Oui, parce que je leur montre un modèle sur lequel elles ont envie aussi de s'identifier. Et puis finalement, tout explose, quoi. Mais c'est quoi la mère qu'on a ? On n'a pas envie de ressembler à ça, quoi. Alors, on va voir effectivement comment ça se passe aujourd'hui. Clémence, avant de comprendre comment vous avez fait exploser les choses et comment vous êtes retrouvée là aussi à ne pas être forcément comprise par les gens autour de vous. Donc, on se rappelle que vous avez suivi finalement quelque chose qui était de la sécurité, vous avez fait des sciences politiques, vous avez un poste, un CDI, vous êtes très jeune avec un salaire qui vous met dans la catégorie des 30% des Français qui gagnent bien leur vie. Et qu'est-ce qui ne vous convient pas à ce moment-là ? En tout cas, quels sont les signes qui vous font penser que vous n'êtes pas à votre place et comment vous faites tout exploser ? En réfléchissant, je me rends compte que vu que j'arrive à me conformer aux règles et aux codes quand je les comprends pas, c'est insurmontable. Et il y a un truc que je comprends pas dans ma relation avec mes collègues dans cet univers-là, c'est que j'ai sans arrêt la sensation qu'ils me prennent pas au sérieux. J'ai des séances avec mon manager où je lui parle de ça et il me donne des conseils, il me coach. Et un des derniers coachings qu'on fait ensemble, il me dit essayez de changer de coupe de cheveux. J'avais les cheveux très longs, essayez de faire une coupe plus courte pour avoir l'air un peu plus professionnel. Je pense que ça marchera pas, mais vous savez quoi, je vais essayer. Qu'est-ce qui fait réagir Pascal sur la coupe de cheveux ? C'est que de la même façon qu'elle sent à ce moment-là, au fond d'elle-même, qu'elle ne colle pas avec cette identité, mais les autres aussi le sentent. Et c'est juste ça. Ce n'est pas qu'ils mettent en cause votre valeur ou votre compétence professionnelle, c'est qu'ils sentent que vous-même, vous n'avez pas vraiment cette identité-là. Tant il est vrai que vous la changerez après, si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, plus je m'obstine, mais je me suis vraiment obstinée jusqu'à ce que mon corps lâche. Et en fait, à la fin de cette année-là, fin 2012, je finis par faire un burn-out. Et le déclencheur à ça, c'est que j'ai fini par comprendre pourquoi j'arrive pas à m'intégrer dans ce service. Et concrètement, c'est parce que mes collègues sont sexistes. Mais ils le savent pas, ils en ont pas une conscience. C'est pas comme des gens racistes qui en parlent à voix basse à la machine à café. C'est plus le côté, c'est leur vision du monde. On est des hommes et des femmes, on est différents. Voilà, les femmes c'est sensible à l'écoute, etc. Les hommes c'est le leadership, l'autorité. Et en fait, je corresponds pas du tout au stéréotype féminin. Oui, je suis clairement déguisée en femme quand je vais bosser parce que les habits féminins ne me conviennent pas, ne me vont pas. Je suis engoncée dedans, c'est horrible. Et du coup, le fait de comprendre ce jour-là que en fait, c'est là que ça coince. C'est-à-dire que vous ne me voyez même pas, vous ne me regardez pas, vous ne m'écoutez pas, vous voyez une femme. Et à ce moment-là, mon corps commence à lâcher. Je commence à avoir des douleurs au dos totalement psychosomatiques parce que ça disparaît le soir. Le matin, je me réveille et je me dis ça va mieux. Et quand j'arrive au bureau, je peux plus bouger le bras parce que pendant le trajet, mon dos s'est bloqué. Wow. Et je finis vraiment par une semaine avant mes vacances, je vais voir un médecin. Un vendredi soir à 20h, en tenant mon bras comme ça, je peux plus bouger la partie gauche de mon corps. C'est très douloureux et je me dis, voilà, j'y vais parce que je veux un relaxant musculaire pour tenir une semaine avant mes vacances. Après, je soufflerai, ça ira mieux, etc. Et quand j'arrive et le médecin me pose une question de médecin, qu'est-ce qui va pas ? Et je fonds en larmes. Donc, le médecin me dit, vous travaillez où ? Juste la tour à côté, mais c'est pas le travail, c'est très bien mon travail. Et non, elle m'explique, vous êtes en train de faire un burn-out. Donc votre corps vous dit stop, et alors qu'est-ce qui va se passer du coup ? Donc là, j'ai 3 semaines d'arrêt avant de revenir travailler après les vacances de Noël, début janvier. J'écris une longue lettre à mes amis, que du coup, j'ai pas vu depuis plus de 6 mois, parce que c'est justement un des symptômes du burn-out, c'est l'isolement progressif. Et je leur envoie cette lettre et tout le monde tombe de haut parce que je suis normalement la marrante du groupe, on va dire, et pas un fantôme comme ça qui n'est jamais là. Là, vous dites quoi dans cette lettre ? Déjà, je m'excuse de jamais leur avoir parlé de ça. Donc dans cette lettre, je leur dis, en fait, c'était mon anniversaire le vendredi de cette semaine, et du coup, je l'annule parce que je vais chez mes parents une semaine en avance, et je leur dis ça, je pense que je vais changer de travail, ça s'impose. J'avais déjà envie de partir vu l'ambiance de mon bureau, mais j'avais pas réussi à chercher déjà, parce que j'étais pas dans l'état d'esprit qu'il fallait. Et je rentre et mes parents me trouvent dans un état dans lequel ils m'ont jamais vu, même après le Canada où j'étais clairement dans des états dépressifs. Là vraiment, je suis physiquement cassée. Et leur réaction était pour moi très décevante parce qu'ils me disaient t'es sûr que t'exagères pas, mais peut-être que tu te laisses un peu trop marcher dessus, et que c'est pour ça que si tu t'imposais plus, tu te ferais moins marcher dessus en fait. Et j'étais
dans l'état où j'étais, je faisais que pleurer, donc c'était pas pratique pour discuter. Donc je raconte ça à un ami par téléphone qui me coupe la parole instantanément et qui me dit mais pourquoi tu les écoutes? Ils les connaissent tes collègues? Ils sont déjà allés sur ton lieu de travail? Ils savent même à quoi ça ressemble? C'est toi qui te lèves tous les matins pour aller dans ce lieu, pour travailler avec ces gens. En fait, c'est toi, tu dis que tu le vis mal pour ces raisons, et peu importe d'ailleurs les raisons, ça suffit. Donc pars. Ok. Et ce qui se passe le lendemain de ce coup de fil, parce que c'était un soir, j'arrive à parler à mes parents et je leur dis vous avez raison, je me laisse marcher dessus. Je me laisse beaucoup trop marcher dessus. Vous avez raison, je vais arrêter de faire ça. Mais je vais commencer par vous, en fait. Donc, c'est ma décision. Je vais quitter ce travail. Ça s'appelle une punchline. Voilà. On ne quitte pas un CDI sans avoir un autre job à côté. Eh ben si, watch me. Je vais partir de ce travail parce que je n'en peux plus. Et 4 jours avant de reprendre, mon dos se bloque. Donc, j'étais retournée en me disant, on coupe la poire en deux, je démissionne pas, je fais une rupture conventionnelle. Et en fait, si je l'ai pas, je cherche quand même du travail et je démissionnerai quand j'aurai trouvé du travail. Sauf que, vraiment 4 jours avant de retourner travailler, mon dos se bloque, et je suis encore chez eux, ils me voient, je pleure tout le temps. Et je leur dis, vraiment, je suis désolée, vous m'aiderez, vous m'aiderez pas, mais en vrai, fin de la discussion, je quitte ce travail. J'ai ma rupture conventionnelle dans la semaine, mais il se passe encore 1 mois et demi avant que je puisse partir. Dramatique, je pleure tout le temps, je suis malade 1 semaine sur 2. Mon corps est vraiment en train de me dire que c'est plus possible. Que vous n'êtes pas à votre place. Ah non, vraiment. C'est ça. Et je sors de là et il se passe de longs mois où je suis vraiment en dépression à ce moment-là. J'ai un sentiment d'échec qui est paralysant. Parce que c'est là que j'ai un soulagement d'être sortie de là et en même temps de me dire, je sais qu'est-ce que je vais faire, je sais pas quoi faire, j'ai pas de compétences pratiques, puisque à Sciences Po, on apprend beaucoup de choses et rien de concret. J'ai 3 ans d'expérience que je peux pas utiliser parce que je ne peux plus retourner dans cet environnement. Prendre le métro dans cette direction, ça me fait faire une crise d'angoisse. C'est difficile si on bosse à la Défense, parce que tout est là, du coup. Donc ça ferme beaucoup de portes. Donc je suis vraiment paralysée dans l'échec. Et c'est par l'écriture que je vais réussir à déjà exprimer plein de choses, retrouver un travail pour un site internet qui me permet d'écrire en ligne. Mais moi-même, quand je commence cette nouvelle carrière, je le vis comme une transition, en me disant c'est en attendant de retrouver du poil de la bête, mais je prends une année entière avant de réussir à retrouver confiance en moi. Et le déclic qui a réussi à me faire dépasser cette expérience traumatique, c'était de me faire un tatouage. Une amie m'avait dit un jour, les tatouages, c'est les cicatrices qu'on choisit de porter. Je me suis dit, c'est ça. Il faut que je garde une trace, non pas de la douleur que j'ai vécue, mais de la leçon que j'ai retenue. Alors, vous faites tatouer quoi? Alors, je me fais tatouer sur le bras. Alors, ce serait une histoire trop longue à raconter. C'est plutôt le symbole qui est intéressant. J'ai retenu de cette expérience que je ne devais pas laisser les autres me poser des limites. Mes parents ne l'avaient pas fait à l'adolescence. Et là, j'ai laissé pendant les 3 ans du professionnel le monde entier me mettre dans un cadre qui ne me correspond pas du tout. Et là, à la fin, faire des choix de vie déterminants pour moi. J'ai laissé énormément de gens m'influencer là-dessus et me poser des limites que je ne comprenais pas et que j'ai accepté sans comprendre, ce qui n'avait jamais été mon cas dans ma vie. Et puis d'ailleurs, j'essaie de deviner ce que ça peut être comme tatouage. Des ailes. Non, je sais pas. Des ailes? Non, en fait, c'est une phrase en arabe. C'est une phrase. Oui, mais c'est pas... Ça veut rien dire, ça veut dire un mouvement vers l'avant. Avant, j'aurais dit en marche, mais non, c'est très connoté, donc je le traduis plus comme ça. À la seconde où j'ai fait le tatouage, quand je suis sortie de chez le tatoueur, en fait, à partir de là, j'ai pu parler de mon expérience et j'ai plus jamais pleuré à cause de ça. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour tourner la page. Novembre, je me fais tatouer. Décembre, je pars 3 semaines aux États-Unis chez une amie, parce que j'ai besoin encore une fois, de sortir du cadre, de voyager. Et à New York, je me fais des mèches bleues, mais très discrètes. Parce qu'après, il y a Noël en famille, donc je veux pas trop les choquer. J'ai toujours ce côté, je veux pas les déranger, en fait. J'ai l'impression de déranger quoi que je fasse. Les inquiéter. Les inquiéter, exactement. Donc, je peux les cacher pour Noël, ça se passe très bien. Mais en fait, en janvier, quand je reviens à Paris, je me dis... Pourquoi je continue à me mettre des limites qui n'ont aucun sens? J'ai envie d'avoir les cheveux bleus. On s'en fout, non? C'est pas grave. Je me fais les cheveux bleus. Et c'est fou la réaction des gens à quelque chose d'aussi insignifiant. Alors à Paris, pas de problème. Limite, on se retourne un peu sur mon passage. Et encore maintenant, 4 ans plus tard, c'est vraiment la mode, donc tout le monde s'en fout. Mais le mois suivant, quand je retourne chez mes parents pour l'anniversaire de mon grand-père, c'est
Qu'est-ce qu'il arrive à Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est-à-dire que pour eux, c'est quoi? Vous étiez en sécurité dans le monde de l'entreprise, etc. Et à un moment donné, vous quittez l'entreprise pour quelque chose d'incertain. Vous faites des tatouages, vous faites les cheveux bleus. Donc de loin, ça ressemble à... elle fait son adolescence au lotard. Exactement. De loin, ça ressemble à une espèce de rébellion contre quoi on ne sait pas, pourquoi on ne sait pas. Et donc, ce qui fait peur, finalement, c'est la précarité autour de vous. Et vous allez la connaître pour de vrai, parce que vous allez dans les canapés, il y a des périodes comme ça, sans logement, sans emploi. Et c'est vécu comment autour de vous? Et vous le vivez comment? Ce qui est dur, c'est... Je vois qu'autour de moi, les gens cherchent plutôt la sécurité. Mon entourage proche, et j'ai l'impression que globalement, dans la société, la précarité, c'est un gros mot, ça fait peur. Ma situation, elle est précaire. Mais pour moi, elle n'est pas flippante ou quoi que ce soit. C'est jouissif de se dire, je ne sais pas de ce que je ferai dans 3 mois ou dans 1 an. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie, mais quelque part, je suis enfin aux commandes de ma vie. Ouais, ça fait peur, mais l'inverse me faisait beaucoup plus peur. Parce que c'était l'emprisonnement. C'était surtout cette forme de sécurité-là. C'était une forme d'emprisonnement parce qu'elle faisait quelque chose qui ne lui correspondait pas. Donc, elle était prisonnière d'un schéma. À ce moment-là, c'est logique que ça fasse souffrir. Et c'est vrai que j'ai la sensation que vous la comprenez dans cette période, finalement. Bah oui, moi je la comprends très bien, parce que finalement, c'est une forme d'enfermement que moi-même j'ai eue, et c'est vrai que j'ai oublié, et j'ai omis un petit détail, et c'est vrai, pendant mes 20 années de mariage, voilà, où soi-disant la stabilité était là, où c'est vrai qu'il y avait des choses qui se construisaient, mais mon corps me renvoyait quelque chose qui me disait, il va falloir que tu t'arrêtes. J'avais des migraines en permanence. J'avais des migraines qui me revenaient, qui plombaient tout. Ça s'est arrêté au moment où je me suis séparée. C'est ça qui est absolument incroyable. Laure, vous avez bien raconté comment, pendant toutes ces années, vous allez vous conformer à ce qu'on veut de vous. Vous avez cette période, on a la sensation que c'est une période où d'un seul coup, vous faites tout exploser, vous faites ce qui vous plaît, même si ça ne plaît pas aux gens autour de vous. Et aujourd'hui, finalement, c'est quoi votre situation ? Alors aujourd'hui, ma situation, toute cette période d'explosion a eu vraiment un retentissement super positif pour moi. C'est que ça m'a permis d'avoir eu l'élan de l'écriture. Et sur le plan sentimental ? Alors sur le plan sentimental, j'ai retrouvé une relation stable, une relation où il y a une construction et qui est construite sur un schéma un petit peu différent. Ça veut dire qu'il n'y a pas la fusion, on est dans autre chose, on est dans l'acceptation de l'autre, dans sa différence. En plus, c'est une personne d'un autre continent, donc il a un fonctionnement qui m'oblige, qui m'amène peut-être à entrevoir les choses d'une autre manière. Donc du coup, moi qui fusionnais, moi qui avais besoin d'attention, moi qui avais besoin d'être reconnue, finalement, je fonctionne dans un autre registre, c'est-à-dire partager et accompagner l'autre, et puis finalement, y découvrir autre chose de moi. Vous acceptez l'inconnu. Oui. Et vous, votre vie aujourd'hui, Clémence ? J'ai jamais été aussi épanouie qu'aujourd'hui, et c'est vraiment... C'est vraiment salvateur pour moi d'arriver à cette conclusion, parce que j'ai eu la sensation dramatique d'avoir perdu du temps dans ma vie. Alors j'ai eu 30 ans en décembre, donc j'ai le temps. Et là, sur les 3 dernières années, j'étais auteur freelance pour un site internet, et je me suis vraiment éclatée dans ce job, jusqu'à arriver à un point où le niveau de frustration montait un peu trop haut. Et je retrouvais quelque part un petit peu cette sensation d'être prise au piège, de me dire mais si j'arrête ça, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas d'idée, je sais pas. Et j'ai dit à mon chef en fait, je vais prendre 2 ou 3 mois, je vais partir. On fait ça ? Ok. Et je suis partie 2 mois faire un long voyage, et au bout de 10 jours, je lui ai envoyé la lettre de motivation de ma vie pour lui dire c'est bon, je sais ce que je veux faire. Ça fait des années que mon but dans la vie, c'est d'être utile. Et ce que je fais depuis les 3 dernières années, c'est le truc le plus utile que j'ai fait dans ma vie. Et du coup, je pleure maintenant. C'est bien. Parce qu'on est sur une note positive. C'est un chouette dénouement. Ouais. Ce qui est émouvant, c'est quoi ? C'est que c'est le parcours qu'il a fallu pour arriver à cette conclusion ? Ouais. C'est un beau parcours. C'est ça, en fait. Je parlais de me voir dans la glace et de pas me reconnaître, de me regarder moi-même, en fait, et de pas me reconnaître. En fait, se voir soi-même, c'est hyper intimidant. Et
Bah oui, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui d'être arrivée exactement là où je voulais être, sans avoir cherché, en fait, sans avoir cherché le chemin. J'ai lâché prise sur les cases à cocher, les pions à poser, etc. Justement, c'est les critères d'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir? J'ai vraiment arrêté de se poser ces questions-là. Je me suis juste posé la question de, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qui j'ai envie d'être? Où j'ai envie d'être? C'est ça, parce que la question que je vais vous poser maintenant, c'est au fond, cette histoire que vous avez choisi de raconter et qui remue beaucoup, évidemment, elle nous dit quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre finalement aujourd'hui? On a aussi des mouchoirs. Hein. Merci. On est équipés. La leçon que j'ai envie de transmettre, c'est celle que moi-même j'ai apprise, à savoir de lâcher prise sur toutes les angoisses et les limites qu'on se met à nous-mêmes. Donc les limites, c'est souvent des peurs? Oui, les peurs, oui. Je me revois à l'adolescence dans la liberté que j'avais. Et ce qui me faisait le plus peur, c'était justement de devoir choisir. J'avais le choix, il fallait le faire. Ça devrait être libérateur, cette situation. Et c'est hyper angoissant aujourd'hui. Et je transmets ça au quotidien quand j'écris. C'est de dire à toutes les filles et les garçons aussi qui traversent cette même phase d'incertitude, il n'y a aucun choix qui est définitif. En fait, j'ai rien gravé dans le marbre. Si c'était à refaire, je pense en plus que je referais les mêmes choix. C'est juste que je m'écouterais beaucoup plus. Je referais Sciences Po, je repartirais, j'irais faire auditrice interne parce que c'était hyper formateur et que j'adorais ça. Mais en fait, le jour où ça commence à ne pas aller, à ne pas me convenir, je dirais aussi, ça ne me convient plus et je m'en vais. Donc le mot magique, c'est ça ne me convient pas. C'est ça. Et que vous avez mis du temps à savoir ce qui vous convenait, ce qui ne vous convenait pas. Et vous, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aujourd'hui en racontant votre histoire? C'est un petit peu, c'est très très semblable à ce que Clémence vient d'exprimer. En fait, moi je dirais que c'est important l'écoute de soi, cesser de vouloir se conformer à ce que les autres pourraient attendre parce que c'est complètement illusoire, et surtout expérimenter. Et c'est cette part d'inconnu que moi j'invite les femmes, peut-être les femmes qui ont traversé des phases difficiles, mais de se dire, arrêtez de vous censurer, arrêtez de vous mettre des empêchements, arrêtez de vous créer des peurs, parce que l'important, c'est comment vous vivez les choses, et forcément, ce que vous allez expérimenter, ça va vous faire progresser d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a une femme qui a dû vous entendre quelque part, et on va regarder ce reportage ensemble, on va continuer cette conversation. Je suis impatient d'avoir votre réaction, puisque elle aussi, elle a eu, on va dire, 2 vies. Une vie bien rangée, une vie conforme à plein de choses qu'elle va nous raconter, une vie qui impressionnait tout le monde, qui faisait rêver tout le monde, et puis aujourd'hui, elle a la vie qu'elle veut vraiment avoir. Et on va voir ce qui l'a séparée de cette vie, effectivement, et par quoi elle est passée, qu'est-ce qu'elle a traversé pour être enfin elle-même, pour s'écouter et pour avoir la vie de ses rêves. Regardez, et on en parle juste après. On peut très rapidement oublier qui l'on est, jusqu'au jour où l'on ouvre les yeux, et tout d'un coup on se rend compte qu'on n'est pas là où on doit être. Quand j'ai eu 10 ans, mes parents se sont séparés, ont choisi de divorcer, et ma mère est partie dans le sud de la France, alors que mon grand frère et moi, on est restés avec mon père dans la Somme, là on a grandi. Mon père a beaucoup souffert de cette séparation, il est tombé dans une dépression, et moi j'ai ressenti sa souffrance au quotidien. Et j'ai voulu faire les choses de façon très parfaite et pour pouvoir être indépendante très tôt et ne pas faire souffrir mon père davantage. J'ai choisi de devenir pilote de chasse de façon consciente à cette époque-là. Ce que je voulais, c'était un métier qui me permette d'exprimer mon goût pour l'action, pour l'aventure, la découverte. Inconsciemment, ce choix de devenir pilote, il a été orienté par mon père, qui lui-même était pilote. À 20 ans, j'intègre l'école de l'air de Salon-de-Provence. Le problème, c'est que j'apprends que j'ai une scoliose et je suis déclarée inapte pour le métier de pilote de chasse. Donc, je décide de quitter l'armée de l'air et à 23 ans, j'intègre la gendarmerie nationale. Et là, je suis lieutenant et je me retrouve en poste de commandement à 24 ans dans le nord de la France, à Roubaix, où je suis en charge de 150 gendarmes. J'étais vraiment quelqu'un d'hyper cadré, vraiment sur des rails, quoi. Il y avait rien qui dépassait, j'avais ma carrière et je me posais pas de questions sur l'après.
Donc ce qui me fait qu'à 25 ans, je me retrouve mariée, dans cette carrière qui est toute tracée. Mon père meurt quand j'ai 28 ans, donc ça a été très violent, parce qu'il y a la souffrance d'avoir perdu quelqu'un qu'on aime énormément, mais en plus, ça a été violent parce que je me suis rendu compte que je m'étais complètement égarée et que justement j'avais oublié de me poser les bonnes questions sur qui j'étais. Je savais que je n'étais pas à ma place. Et finalement, les rails dans lesquels je m'étais lancée, tout simplement, cette vie, c'était pas la mienne. Et je me retrouve en face d'une femme que je ne connais pas. Et cette femme, pourtant, c'était moi. Alors évidemment, j'ai côtoyé mes souffrances les plus profondes, mais en même temps, tout simplement, j'ai renoué avec mes rêves, qui étaient mes rêves de petite fille, donc des rêves de voyage, de découverte, d'aventure, de nature. Et je me suis dit, plutôt que d'en rêver, je vais réaliser ces rêves. Et donc, j'ai tout largué. J'ai divorcé, j'ai démissionné et j'ai construit mon premier grand voyage, ma première grande aventure qui m'a amenée à vivre l'extrême-orient de la Sibérie, au Kamchatka, avec un peuple nomade éleveur de rennes qu'on appelle le peuple Tchoukch, qui chaque été réalise une grande transhumance jusqu'à la mer de Bering. Ils étaient 11 et moi j'étais la 12e. Je les ai rejoints. Ils avaient un troupeau de 2500 rennes. Je suis à la veille de mes 30 ans et je pars seule. Je suis restée 3 mois et pour moi c'était une expérience fabuleuse et j'étais d'autant plus heureuse avec rien, c'est-à-dire en revenant à l'essentiel. La chose la plus forte que je découvre, c'est vraiment la certitude d'avoir fait le bon choix et sans le savoir, d'être allée là où je devais aller. À la fin de ce premier grand voyage, qui a vraiment été mon voyage initiatique, où je me suis découverte telle que j'étais, j'avais la certitude qu'il fallait que je continue dans cette voie. J'ai passé beaucoup de temps dans l'Himalaya, où j'ai vécu avec des nonnes bouddhistes. Et l'été dernier, j'étais au Tibet oriental, que j'ai traversé à vélo. Après avoir passé plusieurs années à voyager seule, c'est super mal. J'ai rencontré mon compagnon qui a tout de suite compris ma démarche. On a fait un voyage ensemble au Kyrgyzstan qu'on a traversé en courant et à vélo. Il me comprend. Et quand on arrive à trouver quelqu'un qui comprend tout simplement qui l'on est, c'est ce qu'il y a de plus formidable dans une vie de couple. Ça fait 6 ans que je voyage aujourd'hui et je pars entre 3 et 6 mois chaque année. La plus belle leçon que je retiens de tous ces voyages, c'est que cette voix intérieure que j'ai ignorée pendant des années, plus jamais je la réprimerai et je continuerai de m'écouter. Je suis convaincu que l'histoire de Linda a provoqué des choses chez vous. Je présente mes camarades avant votre réaction, qui nous ont rejoints pendant le reportage. Donc Aude et Luc, bonjour. Qu'est-ce que vous éprouviez quand vous écoutiez cette histoire? C'est fou, parce qu'on se connaît pas, mais on a la même histoire. Donc Elle résume en 5 minutes ce qu'on vient de se raconter. Exactement. Donc il y a une forme d'universalité et les mots sont les mêmes. Je ne me suis pas écouté, je me regardais dans la glace, je ne connaissais pas cette personne. J'étais sur des rails. C'est assez fascinant. C'est fascinant, ouais. Ça résonne beaucoup. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça converge complètement avec ma propre histoire. Ouvrir les yeux. Ah oui, clairement. Parce qu'en fait, dans votre cas, donc là, on voit qu'effectivement, elle avait ce destin tout tracé. À 24 ans, elle dirigeait 150 gendarmes. Wow. Et donc aujourd'hui, elle fait ces voyages qui sont si particuliers. Et ces voyages, c'est quoi? Elle a fait combien de voyages, en fait? Alors, depuis 2011, elle a fait 6 voyages extraordinaires. Alors, des voyages, on a vu dans quelles conditions. Hein. C'est pas les petits voyages, c'est vraiment des expéditions. Non, c'est des vraies expéditions. Donc, le premier, elle en a parlé dans le reportage, c'est celui au Kamchatka, donc dans l'est, à l'est de la Russie, en Sibérie. Là, elle est partie, elle ne parlait pas un mot de russe quand même. Quand ils l'ont vue arriver, ils lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ici ?» en fait. Et les Russes parlent très bien français, c'est cool. Évidemment, donc elle n'a eu aucun problème à interagir avec eux. Donc là, elle est partie pendant 3 mois avec ces éleveurs de rennes qu'on a vus, les Tchoukch.
Tu les connais, les tchouches? Je ne les ai pas rencontrés, Voilà. mais je sais qu'ils existent. Et bien, en tout cas, moi, je trouve que les images sont magnifiques. Et elle a réalisé là-bas qu'il fallait qu'elle arrête de ressasser le passé, parce qu'au départ, elle a quand même divorcé, elle a changé totalement de vie. Donc, elle a eu du mal à se Accepter l'idée que c'était une décision qui lui ressemblait. Exactement. À cet endroit-là, elle s'est dit, maintenant, je vais vivre le moment présent. Là, on la voit, hein, c'est quelques photos avec les fameux tchouches et leur reine. Donc, c'est pour cette transhumance pour laquelle elle est partie pendant 3 mois. Ici, elle est en Alaska. Juste après, elle est partie en Alaska, juste avant l'hiver. C'est pas son truc, les transats, la plage. Non, la République dominicaine ou je sais pas. Voilà, non, elle est pas trop. Elle part en Alaska et donc là, elle est partie là-bas juste avant l'hiver. Donc il a neigé, il faisait quand même parfois jusqu'à moins 15 degrés et elle se retrouvait la nuit à camper dans la forêt. Dans la neige, en n'étant pas tout à fait sûre que les ours étaient vraiment repartis dans leur tanière. Les loups, moi j'aurais peur des loups. C'était plutôt les ours, mais bon, elle n'en a pas croisé au final. Ensuite, alors ici, où elle est, à votre avis? Allez, j'en mets une autre un peu plus simple. C'est l'Himalaya? L'Himalaya. Oui, elle est dans l'Himalaya. Elle est partie à 2 reprises là-bas, donc à chaque fois en passant plusieurs mois d'abord avec des nonnes bouddhistes et puis ensuite en partant en trek. Elle partait toute seule et donc là on la voit. Je trouve qu'elles sont magnifiques toutes ces photos. C'est sur ma liste. Sublime. C'est sur votre liste. C'est sur ma liste. Et bien voilà. Justement, elle va vous expliquer quoi, Linda? Comment on se prépare à ces voyages? Eh bien oui, comment on se prépare? Alors elle dit que c'est assez étonnant finalement parce que quand on a ce genre de projet, on imagine que ça va être compliqué à financer. Elle, dans son cas, c'est pas ça qui était le plus compliqué parce que finalement les sponsors sont arrivés assez facilement. Mais en revanche, il faut avoir une condition physique incroyable. Quand elle est partie dans l'Himalaya, elle marchait entre 8h et 10h par jour. Parfois 10 jours d'affilée sans croiser âme qui vive. Donc quand elle est ici, elle court 4 à 5 fois par semaine, un peu comme nous. Hein. Voilà. Elle court des marathons. Dans vos rêves. Comme Julie et moi, dans nos rêves, exactement. Elle court des marathons et puis elle a eu un entraînement à l'armée. Ah oui. Voilà, donc elle est quand même formée à un passé militaire qui l'aide pour tout ce qui est survie. Et elle dit, c'est très drôle, que elle a l'impression de courir plus de risques en étant dans les grandes villes comme Paris qu'en étant seule au milieu de la toundra. Voilà. Ouais. Ça, elle dit, en fait, on apprend à écouter le silence. Et en écoutant le silence, on renoue avec ses sens finalement. On se reconnecte à ses émotions et à son fort intérieur en réalité. Oui, puisqu'on a compris que dans son cas, comme dans les histoires que vous nous avez racontées, eh bien, vous ne vous étiez pas écouté. Et en fait, on est des milliards sur cette planète à ne pas s'écouter. C'est quelque chose qu'on connaît tous. En fait, à ne pas s'écouter, c'est le corps qui nous le rappelle. Ouais. Et alors, elle va repartir, j'imagine? Alors oui, elle va repartir, mais pas tout de suite. Parce que elle a réalisé quand même, grâce à tous ces voyages, elle a rencontré plusieurs aventuriers qui s'étaient déconnectés depuis plusieurs années, qui avaient un peu perdu la boule, c'est comme ça qu'elle le dit. Donc elle veut rester quand même ancrée dans le réel et rester connectée à ses proches. Donc elle a son camp de base à Paris, où elle revient régulièrement, donc avec son nouvel amoureux qu'elle a rencontré en Pologne. Et en ce moment, elle fait une pause, alors vous allez voir, une pause un peu particulière. Mais en tout cas, elle fait une pause pour transmettre. Donc elle a écrit 2 livres, dont le dernier, L'audace nous rendra libres. C'est un mot qui est devenu à la mode il n'y a pas si longtemps. Ouais, exactement. Qui fait peur, mais qui rend libre, parce que elle, voilà, ce que ça lui a apporté tout ça, c'est la liberté. Pour elle, elle résume tout en expliquant que c'est la liberté. L'audace nous rendra libre. C'est encore un mot qu'on a employé tout à l'heure. Hein. Vous avez oscillé dans votre existence finalement entre le besoin de sécurité et le besoin de liberté. Aujourd'hui, vous avez choisi la liberté. Totalement. Comme Linda. Et cette audace, c'est justement au cœur de son tout dernier défi. Oui. Parce que je vous ai dit qu'elle faisait une pause, mais en réalité, c'est elle qui dit ça, hein, qu'elle fait une pause. C'est une pause un peu particulière, vous allez voir, parce que sa pause, c'est ça en fait. Elle s'est lancée un défi, cette fois-ci en France. Donc pendant la pause, elle fait une pause pendant les voyages. Mais voilà, donc c'est un peu moins de 2000 km en courant à travers la France qu'elle va sillonner jusqu'au 11 juillet. Elle vient de partir là. Elle va passer par Poitiers, Pessac, Lourdes, le sud-ouest. Elle va remonter jusqu'à Carcassonne, voilà, après vers Lyon. Et puis elle va repasser par Reims, par chez moi quand même un peu, et puis elle finira donc le 11 juillet à Paris. La route des vins quoi un peu. Oui, voilà, je sais pas si elle aura le temps. Mais elle appelle ça le Tour de France de l'audace. Hein, elle va marcher ou elle va courir? Elle va courir 40 km par jour. Wow. Voilà, hein, quasi ça, ça s'appelle une pause. 40 km ça, c'est de la pause. Hein. Donc près de 2000 km en 2 mois. Et pendant ces jours de repos, devinez ce qu'elle va faire. Elle va pas se reposer, elle va donner des conférences sur l'audace.
Elle va aller à la rencontre de gens qui, comme elle, ont été audacieux, qui ont osé aller contre le conformisme. Donc vous pourriez tout à fait la rencontrer pendant ce Tour de France. Et donc elle va aussi animer un blog. On vous mettra toutes les informations sur le site de Mylène Vie si vous voulez suivre son aventure, si vous voulez aussi lui raconter votre histoire. Elle est preneuse justement de plein de récits des quatre coins de France. C'est ce qu'on appelle quelqu'un d'inspirant. Waouh. Elle est très inspirante. Bon, on l'embrasse très fort, Linda. Ouais. On vous suit, on vous accompagnera pendant une étape, 40 km. Hein, Luc, une petite étape, 40 km. Ça me va. C'est une pause sympa. Alors toi, tu voulais nous parler de quelqu'un qui lui aussi a osé, a eu l'audace de changer de vie, de s'écouter. Complètement. Et c'est un garçon cette fois-ci. Et ce garçon, il s'appelle Gib. Il se fait appeler Gib, ça c'est sa copine. Gib, c'est pas son vrai nom, c'est son prénom de sa nouvelle vie justement, parce que à l'origine il s'appelle Jacques Robinson. Et vous allez voir qu'il a un nom de famille qui est quand même relativement prédestiné. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, notre ami Gib, en fait, il est dans un milieu très bourgeois, il avait une vie toute tracée, il fait des études de droit, il joue au golf, enfin voilà. Comme on a eu l'autre jour un invité qui dit il s'est bien peigné. Oui, bien peigné. Voilà, bonne famille et tout. Et il fait des études de droit, il passe sa maîtrise de droit, il devient juriste. Et le costard-cravate, c'est pas trop pour lui. Alors il se dit je vais devenir professionnel dans le golf. Mais c'est pas trop pour lui. Et à 30 ans, il décide de tout plaquer et de partir pour voyager aussi, les mêmes envies, vivre vivre libre. Voilà, c'est ce qu'il choisit de faire. Alors, son voyage l'amène d'abord en Australie. Là, c'est sa période australe, on va dire. Il est très beau, il est bien bâti. Il se forme à la permaculture. Alors, la permaculture, on en a déjà parlé ici, c'est une forme d'agriculture très respectueuse de l'environnement, peu gourmande en eau. Et en engrais chimiques. Et surtout en engrais chimiques. Et il s'installe juste à côté, enfin pas tout à fait à côté, mais pas très loin, en Nouvelle-Calédonie. Il habite le petit village de Farino, qui est un des villages les plus reculés dans la montagne de Nouvelle-Calédonie. Et là, il se met de ses propres mains à construire sa première maison, petite maison sur pilotis, bien pensée, avec l'air qui passe en dessous pour faire une aération naturelle. 3 000 €, il ne faut pas beaucoup d'argent. Souvent, on croit qu'on part avec il faut avoir beaucoup d'argent. Non, lui, avec 3 000 €, il s'installe là et il fait beaucoup de récup, puis avec du bois, de la tôle. Il construit une deuxième maison, bien plus belle, celle-ci. Hein, voilà. Et on voit le potager sur la gauche. Et voilà, et justement, j'y venais justement. Comme il est formé à la permaculture, il transforme son jardin en permaculture. Et du coup, il fait pousser les légumes locaux, les fruits et légumes, les bananes, les patates douces, les ignames, les papayes. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il a envie de vivre en symbiose avec la nature. Et donc, il va devenir complètement autosuffisant. C'est-à-dire qu'il va maîtriser complètement la culture de son jardin, donc il a de quoi manger. Il va maîtriser complètement la récupération de l'eau et le traitement de l'eau pour être autosuffisant en eau. Pareil pour l'énergie, avec des panneaux solaires, voilà. Et donc, résultat des courses, quand même un avantage, c'est qu'il ne paye plus de facture. Donc si ça lui apporte, sinon c'est quoi? C'est ce sentiment d'autonomie, ça ressemble à un sentiment de liberté, là. Bien sûr, il est complètement libre. C'est ça qu'il recherchait, en fait, c'est cette envie d'être libre. Il a même récolté et gardé en réserve toutes ces graines de toutes ces espèces pour pouvoir être toujours autonome sur le plan de l'alimentation. Et si, je vous ai dit qu'il ne payait pas de facture, c'est pas vrai. Il paye quand même une facture Internet parce que il a besoin d'Internet pour être connecté. C'est comme ça qu'on a pu le contacter pour parler de lui. Et alors maintenant, comme il est devenu assez pro en matière de construction de cabanes, il est charpentier, donc il vit de ça. Il construit des cabanes en Nouvelle-Calédonie. Il fait beaucoup de troc, il vend ses légumes, voilà. Il est très heureux. Est-ce que ça te fait rêver, toi, Luc? Moi, ça me fait rêver. Je trouve cette forme de courage. Voilà, après moi j'ai peur des bêtes, voilà, je pense qu'il y a des serpents, des trucs, et ça. Il y a forcément des serpents, je pense. Affronter tes peurs. Et mais j'avoue que ça me fait fantastique, parce que depuis 10 ans, quand je pars en terre inconnue, je vois des gens qui effectivement sont un peu au bord de notre monde et sont autonomes. Et j'avoue que je suis impressionné de ramasser du riz, des pommes de terre. Et cette autonomie-là, ça me fait rêver. En fait, voilà. Donc il a la vie dont je rêve. Tout en gardant. J'ai pas encore l'audace. Voilà, c'est ça. Tout en gardant Internet, il est quand même connecté au monde. Il fait des voyages. Il part pas en routard. Il va dans des hôtels chouettes quand il voyage. Et il a un message à faire passer, cet homme. Le message, c'est qu'on peut vivre cool, on peut vivre bien. Et il est très heureux, il est en apprentissage. Et son message, c'est de dire à tout le monde que si vous avez des rêves d'aventure humaine, c'est pas si difficile. On croit à tort que c'est compliqué de partir vivre à l'autre bout du monde. C'est pas si difficile. L'homme s'adapte, en fait. C'est assez facile.
Et au final, le prix de la liberté, c'est quand même... Enfin, accéder à la liberté, c'est ce qui est le plus important, quoi. Donc affronter ses peurs, finalement, c'est le prix le plus cher à payer. Ce qui est le plus difficile, c'est d'oser. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Merci Luc, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, on l'a dit, vous avez raconté cette histoire, vous vous êtes enfin écouté, donc ce n'était pas un pétage de plomb, mais un épanouissement tardif, peut-être. C'est ça. Dans votre cas. Et donc, aujourd'hui, vous écrivez, vous l'avez dit, sur un blog. On écrit pour des filles de 18 à 25 ans, c'est le cœur de cible. La ligne éditoriale est très importante. Elle est particulière. Notre pitch, c'est « Je ne suis pas celle que vous croyez ». Toute la ligne éditoriale consiste à déconstruire les stéréotypes et les clichés dans lesquels on enferme les femmes. Et c'est de pouvoir leur dire, vous pouvez être passionné de nail art et de politique, d'économie, de sujets de société, de cinéma, de tout ce que vous voulez, et de ne pas vous laisser enfermer dans des stéréotypes, dans des rails dans lesquels vous êtes obligé d'aller. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez une sacrée légitimité. Exactement. Et Mal Inédito sur ce site, depuis que j'écris dessus, c'est justement de faire aussi transmettre. On parlait de apprendre, témoigner, transmettre. C'est exactement ce à quoi je contribue. C'est ce qui me fait me sentir utile, de venir raconter cette expérience, toutes ces expériences-là, pour libérer les autres, leur donner les clés d'oser eux-mêmes sortir de ces cadres-là. Et dans votre cas, c'est pareil, c'est-à-dire qu'au fond, vous avez vécu cette vie de femme mariée, qui s'occupait de ses enfants, qui s'occupait de son mari, etc. Et aujourd'hui, vous avez réalisé que votre spécificité, vous avez quelque chose à apporter, et qu'il y avait une universalité dans votre histoire, et vous avez décidé de raconter avec une authenticité et une honnêteté extraordinaire, finalement, votre histoire, ces amours. Cette période, en tout cas, de votre vie, vous aviez envie de vous laisser guider par l'amour, par les rencontres, ce que personne ne comprenait autour de vous. C'est ça. Et donc, vous l'avez appelé Baraque Afrique. C'est pas un roman, c'est vraiment votre biographie. Ah, complètement, ouais. C'est un témoignage authentique. C'est ce que j'ai voulu raconter aujourd'hui. Vous allez le retrouver complètement dans le détail, dans toute la chronologie. Et en même temps, vous êtes écouté vous-même, donc finalement, vous avez là aussi enlevé les peurs. Vous êtes devenu finalement écrivain. Oui, tout à fait. Voilà, j'ai accepté finalement. Je me suis autorisée, encore une fois, le fait de devenir complètement autre chose. En tout cas, rien de ce qui aurait pu être prédestiné ou de ce qu'on pouvait imaginer de moi déjà. Donc c'est vraiment la surprise. Merci d'être venu raconter votre histoire. Merci les camarades et merci à vous pour votre attention. J'espère que ces histoires vous ont un peu chamboulé, bousculé, inspiré. On se retrouve très très vite sur France 2. Une erreur de jeunesse a précipité le destin des deux invités que nous recevrons demain. J'ai fait une erreur, et maintenant qu'elle est faite, je ne dois pas la nier, je dois l'assumer. Suite à un événement dramatique, Laetitia est une adolescente violente. Je faisais tout pour qu'on me remarque, j'étais incontrôlable. J'en veux beaucoup à la société en fait, surtout aux adultes. Henri, lui, fait partie d'une bande d'amis inséparables depuis l'école primaire. Un soir d'été, le jeune homme les raccompagne en voiture après une soirée trop arrosée. Je perds le contrôle de mon véhicule et le choc a été tel que je me souviens de rien. Je vois maman qui me dit « Henri, t'as eu un accident et tes amis sont morts ». Longtemps habité par le remords, Henri ne sera plus qu'une ombre, jusqu'à ce qu'il trouve enfin le nouveau sens à donner à sa vie. J'interviens dans les écoles pour que les gens comprennent que tout a une incidence dans la vie et je le fais aussi beaucoup pour moi. Parce que c'est un peu ma thérapie.